Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Le texte définit le cadre et les règles de fonctionnement de l'Union pour faciliter la prise de décision. Il remplace donc la Constitution repoussée il y a 2 ans et demi par référendum. Et c'est l'adoption de ce traité de Lisbonne qui, au contraire, a plongé, d'après moi, l'Europe dans le chaos dans lequel elle se trouve, ce traité étant incapable de faire face à la crise. Terminé l'époque des bisounours, à Bruxelles, on a décidé de sortir les crocs. Plus question de laisser passer la moindre atteinte au respect de la concurrence. Ils sont en colère contre la réforme de la politique agricole commune et ils comptent bien se faire entendre. Les agriculteurs bio manifestent aujourd'hui partout en France. À Paris, rendez-vous a été donné, place des Invalides. Il y a aujourd'hui des inconvénients majeurs et des problèmes majeurs dans la société allemande. Ils sont principalement, à mon sens, de 2 nature. D'une part, les réformes qui ont été menées au début des années 2000 ont conduit à une aggravation sensible des inégalités, créant surtout beaucoup de petits boulots mal payés. Donc c'est ce qu'on appelle en Allemagne des mini-jobs. Donc quand on gagne moins de 450 € par mois, on n'a quasiment pas de cotisation sociale à payer, mais on n'a pas non plus de protection sociale. Il y a un cap fixé par le président qui est celui du respect de nos engagements européens, de la réduction de la dépense, de la réduction de la dette et de la réduction des impôts. Et ce cap-là, il sera tenu. En bref, face aux exigences des Gilets jaunes, le gouvernement brandit l'impératif de l'engagement européen. La France a de grandes responsabilités dans ce qui est actuellement. C'est-à-dire le marché unique, c'est Jacques Delors, l'euro, c'est Mitterrand, voyez. Et puis c'est l'autre puissance du continent, enfin pour peu qu'elle le veuille, avec l'Allemagne. Donc moi, cette idée de Frexit, je le vois un peu comme une désertion. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas sortir de l'Union européenne, je veux qu'elle disparaisse, en tant que telle. C'est-à-dire que les traités, tels qu'ils sont, soient dénoncés. Mais l'Europe doit passer au-dessus de ça, l'Europe doit imposer sa volonté aux États et au peuple des États en question. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le couple franco-allemand n'existe pas, qui est un livre sorti en 2018, qui a été écrit par la journaliste et essayiste Coralie Delhomme. C'est un livre qui parle du mythe du couple franco-allemand, c'est dans le titre, mais qui parle aussi énormément de l'Union européenne, qui est très liée à ce mythe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée de couple franco-allemand, on en entend parler uniquement en France. En Allemagne, personne ne parle de ça. Et d'ailleurs, quand des journalistes français interviewent des personnalités politiques allemandes et leur parlent de couple franco-allemand, ces personnalités allemandes, elles sont désemparées et surprises parce qu'elles entendent parler de ce concept pour la première fois de leur vie. Et ça, ça se ressent dans la diplomatie française et allemande qui est un petit peu à sens unique. Par exemple, en 2015, la France a annulé un contrat de vente de sous-marins avec la Russie parce que l'Allemagne nous l'a demandé. Alors que, en 2021, quand la France a demandé à l'Allemagne de rompre son contrat de construction d'un gazoduc avec la Russie, l'Allemagne a quand même continué son gazoduc et a envoyé chier la France. Et ça, en fait, c'est bien normal. L'Allemagne, elle défend ses intérêts nationaux et elle n'est pas là pour défendre une idée saugrenue de couple franco-allemand ou de souveraineté européenne. L'Allemagne, elle agit dans le réel pour ses intérêts. Et c'est ce que devrait faire la France aussi, défendre ses intérêts. Sauf que, visiblement, on préfère défendre de belles idées qui n'ont rien à voir avec la réalité. L'idée de couple franco-allemand va de pair souvent avec une autre idée qui est celle du modèle allemand. C'est un discours selon lequel l'Allemagne serait un bon élève au niveau économique et social et qu'il faudrait imiter ses réformes et ses mesures. Ceux qui ont ce discours-là veulent notamment imiter les lois Hartz et l'agenda 2010 de l'ex-chancelier Gerhard Schröder, qui a fait passer des mesures qui permettent de réduire les cotisations sociales, de faciliter les licenciements, de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs et de diminuer les droits des travailleurs de manière générale. Mais c'est le tropisme des élites françaises, ça. Nous avons des classes dirigeantes qui sont amoureuses de l'Allemagne.
amoureuse de l'Allemagne, et qui vénère le modèle allemand, qui adorerait pouvoir appliquer au peuple français les recettes qu'applique l'Allemagne à ses salariés, c'est-à-dire des salaires très bas, c'est-à-dire l'austérité budgétaire. On a des dirigeants qui adoreraient pouvoir faire ça en France. Souvent, on nous dit que les Allemands ont moins de chômage grâce à ces réformes car ils sont devenus plus compétitifs sur le marché du travail. Sauf qu'en fait, ce discours-là est vite remis en question par beaucoup d'économistes allemands. Par exemple, Coralie Delhomme cite l'économiste Christian Odendahl, pour qui le chômage assez bas en Allemagne est dû à d'autres facteurs que les réformes. Par exemple, il y a la reprise du secteur de la construction qui était en déclin depuis 1991. Il y a la croissance des pays émergents qui demandent beaucoup de Made in Germany, car pour eux c'est un label de qualité. Et il y a aussi une réorganisation des chaînes de production avec de la sous-traitance dans des pays où c'est moins cher, qui font que il y a quand même une industrie en Allemagne qui fonctionne bien et qui ne s'est pas totalement délocalisée. En fait, ces réformes Schröder, elles ont surtout eu des conséquences négatives, comme une explosion de la pauvreté en Allemagne, une explosion encore plus grande des contrats précaires et une atonie de la demande intérieure, puisque les gens ont moins d'argent, donc consomment moins. En fait, ces réformes, elles vont surtout dans le sens du patronat, puisqu'elles permettent de faire baisser les salaires et d'avoir des travailleurs qui ont moins de droits au niveau du droit du travail. Et en fait, c'est ce qu'on a en France depuis pas mal de temps. La loi El Khomri, les lois Pénicaud ou la réforme actuelle de l'assurance chômage, c'est des choses qui vont exactement dans ce sens-là, dans le sens du patronat, en imitant ce qui s'est fait en Allemagne. En plus de ça, les Allemands ont un dogme économique qu'on essaye d'importer en France, mais avec peu de succès, qui s'appelle le Schwarz-Null, c'est-à-dire en français le zéro noir. C'est un dogme selon lequel l'État doit avoir zéro déficit, c'est-à-dire pas de dette, voire être excédentaire. Et du coup, l'Allemagne est dans un état déplorable. 20% des autoroutes, 40% des routes nationales et 46% des ponts sont à rénover, ce qui est assez énorme. En plus de ça, 51% des communes allemandes déclarent souffrir d'un manque d'investissement dans les écoles. Il faut savoir que l'Allemagne est un pays qui souffre de salaires très bas et d'un sous-investissement chronique, c'est-à-dire qu'elle n'entretient plus ses équipements publics, parce qu'ils ont un truc qui consiste à vouloir absolument que leur budget soit à l'équilibre parfait, c'est-à-dire pas un poil de déficit. Et ils sont dans un processus de désendettement, du coup, ils se désendettent, alors qu'ils empruntent gratuitement sur les marchés et qu'ils n'ont aucune nécessité de se désendetter, parce que quand on emprunte gratuitement, c'est bête en fait de se désendetter. Et ce problème, cette obsession de l'équilibre budgétaire fait qu'ils n'entretiennent pas leurs équipements publics, alors les routes, les ponts, les autoroutes, les écoles, etc., etc. Donc tout ça, ça hypothèque l'avenir du pays. Et comme si ça suffisait pas, le taux d'épargne des Allemands est de 10%, car ils ont un vieillissement de population, et les gens qui vieillissent en Allemagne ont besoin d'économiser de plus en plus pour assumer leur retraite, parce que la pension de retraite ne suffit pas. Et les investisseurs, eux, ils investissent de plus en plus à l'étranger pour avoir des parts de marché ou pour diminuer les coûts de production. Ainsi, on se retrouve avec une Allemagne qui a à la fois une sous-consommation et un sous-investissement. Même le FMI, qui est pourtant pas très connu pour ses mesures très très sociales, recommandait en 2017 à l'Allemagne de dépenser beaucoup plus et s'inquiétait de la montée de la pauvreté en Allemagne. Il y a un truc intéressant à noter, c'est que la balance courante de l'Allemagne est beaucoup trop élevée par rapport à la légalité du droit européen. La balance courante, c'est la différence des échanges de biens et de services entre deux pays ou entre un pays et tous les pays étrangers. Et cette balance courante, elle est exprimée soit en euros, soit en dollars généralement, ou en pourcentage par rapport au PIB. Et la Commission européenne, normalement, elle est censée interdire aux États d'avoir une balance courante de plus de 6% de leur PIB. Et pourtant, l'Allemagne, qui est à 8%, n'est jamais condamnée. À la fin de la première partie du livre, qui consiste à démystifier le modèle allemand et le couple franco-allemand, Coralie Delhomme, elle se demande une question toute simple. Est-ce qu'à un moment, c'est pas à l'Allemagne de faire des réformes ? Dans la deuxième partie du livre, Coralie Delhomme s'attaque à un morceau beaucoup plus gros qui est la construction européenne.
Elle commence par rappeler un petit peu l'histoire de la construction européenne. Dans les années 50-60, les États cherchent avant tout à défendre leurs intérêts nationaux. Mais on commence à avoir cette idée de construction européenne qui fait son bonhomme de chemin et qui est assez consensuelle en Europe de l'Ouest, surtout en France. Mais tout le monde n'a pas la même idée derrière la tête quand il parle de construction européenne. Pour les gaullistes, la construction européenne, ça doit d'abord être une coopération entre les États d'Europe de l'Ouest, une coopération qui passe notamment par le domaine scientifique et militaire, mais pour les gaullistes, il ne doit absolument pas y avoir d'institutions supranationales. La souveraineté nationale des États passe tout de même avant tout. Mais évidemment, si aujourd'hui on se retrouve avec tout un tas d'institutions supranationales, vous vous doutez bien que c'est pas cette conception-là de l'Europe qui l'a emporté, malheureusement. À l'inverse, il y avait une autre conception de la construction européenne, qui est celle de ceux qu'on considère aujourd'hui comme les pères fondateurs de l'Union européenne, comme par exemple Jean Monnet ou Robert Schuman, pour citer les plus connus. Ce sont des gens dont les idées deviennent hégémoniques à partir des années 70. Pour eux, l'Europe, ça doit être quelque chose de géré par des institutions supranationales, dirigées par des experts, entre guillemets, et qui se tiennent loin des débats démocratiques du bas peuple qui change d'humeur tout le temps. C'est bien pour ça, par exemple, que la Constitution européenne qui a été refusée par référendum, elle est passée quand même, parce que l'avis du peuple, on n'en a rien à cirer dans cette conception-là. C'est aussi pour ça que les traités européens sont jamais questionnés dans le débat public, ou du moins très peu, là encore, parce que le peuple, on s'en fout de ce qu'il pense. Et c'est aussi pour ça que les élections européennes n'ont absolument aucun enjeu. C'est là pour donner un vernis démocratique à un projet européen qui n'avait rien de démocratique à la base, justement. Parlons un peu de l'actualité. On a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes ? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. En 1962, Charles de Gaulle accepte la politique agricole commune qui est prévue par le traité de Rome signé en 1957, donc signé par le gouvernement précédent avant qu'il arrive au pouvoir. La politique agricole commune, elle a 2 mesures principales. Abaisser les barrières douanières et distribuer des aides indirectes aux agriculteurs. Cela a pour but de donner une autosuffisance alimentaire à l'Europe de l'Ouest et de moderniser l'agriculture. Mais dans les années 80, on arrive à de plus en plus de libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services, et on arrive à une crise de la politique agricole commune. Et on a de plus en plus de signataires du traité de Rome, donc les pays concernés par la politique agricole commune sont de plus en plus nombreux. Ainsi, on voit bien la différence entre la PAC de l'époque de De Gaulle et la PAC à partir des années 80. La politique agricole commune, à l'époque de De Gaulle, elle abaisse les barrières douanières entre 6 pays au développement économique à peu près semblable, et elle est là pour diversifier l'agriculture par une coopération entre les États, avec en plus un certain protectionnisme et une intervention au niveau des prix pour que le marché ne fasse pas n'importe quoi. Avec la PAC des années 80, on a un espace de libre-échange entre des pays au développement très différents, et ainsi une mise en concurrence entre les agriculteurs. Et ça devient peu à peu désavantageux pour la France, et aujourd'hui on se retrouve à de plus en plus importer de produits agricoles alors qu'on était quand même des champions de l'agriculture, et d'ici 2023, le Sénat prévoit qu'on devienne déficitaire en termes d'agriculture, c'est-à-dire qu'on importera plus qu'on exportera. En plus de ça, le libre-échange n'est plus uniquement entre les pays d'Europe, puisque on a des accords entre l'UE et d'autres puissances. Par exemple, on a eu le CETA, qui est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. On a aussi eu une négociation d'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et actuellement, on a des négociations entre l'Union européenne et l'Inde, et encore d'autres négociations entre l'Union européenne et l'Australie.
Donc ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs, les gaullistes ne sont pas uniquement contre les institutions supranationales, ils veulent aussi que tout projet de coopération européenne permette de se détacher de la suprématie états-unienne. Alors que justement, l'autre conception de l'Union européenne ne renie pas totalement les États-Unis. D'ailleurs, Konrad Adenauer, qui était chancelier à l'époque où De Gaulle était président, lui, il aimait plutôt bien les États-Unis. Et quand De Gaulle lui propose un accord bilatéral sur la défense et les affaires étrangères, eh bien, le chancelier allemand, il y ajoute un préambule sur la prééminence de l'OTAN. Donc là, on est quand même dans une conception d'une Europe qui doit toujours être sous domination américaine. Dans la longue liste des machins européens qui ne marchent pas, Coralie Delhomme critique évidemment l'euro. Lorsque Kohl a décidé de céder à Mitterrand, il a décidé de le faire moyennant contrepartie, et des contreparties qui n'étaient pas minces en réalité, puisqu'il s'agissait de créer l'euro comme une réplique exacte de la monnaie allemande, c'est-à-dire du Deutschmark, et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a longtemps fonctionné exactement comme si elle était une Bundesbank bis. Donc, ses missions au début, conformément au traité, étaient de faire en sorte, principalement, de lutter contre l'inflation. Voilà, parce que ça, c'est l'affaire de l'inflation, c'est très prégnant dans la culture économique allemande. Ils sont phobiques de l'inflation. Alors, pour plein de raisons, la raison la plus connue, mais c'est pas forcément la plus importante, la raison la plus connue, c'est l'affaire de l'hyperinflation qui est apparue pendant la République de Weimar dans les années 20 et dont on dit qu'elle a fini par amener Hitler au pouvoir, ce qui est quand même pas aussi clair que ça. Mais de toute façon, la véritable raison me semble à rechercher plutôt dans l'histoire plus longue, c'est-à-dire que l'Allemagne est un pays qui a mis très longtemps à faire son unité. Les frontières, c'était tout un tas de principautés, de villes libres, etc. C'était un peu le flou artistique pendant très longtemps, l'Allemagne, alors que la France était déjà un État-nation depuis longtemps. Et de la même façon qu'ils ont mis très longtemps à trouver leur unité, ils ont mis très longtemps à pouvoir bénéficier de la stabilité monétaire. Donc ils sont très attachés à la stabilité monétaire pour cette raison. On avait eu une politique monétaire à l'allemande pendant des années. Ça n'est plus le cas. La politique monétaire s'est beaucoup assouplie, puisque la Banque Centrale Européenne, pour sauver l'euro, a dû mettre en place des outils de politique monétaire hétérodoxes. Notamment, elle fait du quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle rachète des dettes des pays de la zone euro, alors qu'en principe, dans l'esprit des traités, c'est non conforme. Donc la politique monétaire n'est plus une politique monétaire à l'allemande. En revanche, l'euro reste surévalué pour certains pays et sous-évalué pour d'autres. C'est-à-dire que le taux de change de l'euro booste la compétitivité de l'Allemagne artificiellement, parce que si l'Allemagne avait gardé le mark, il serait plus fort. Et inversement, il est très surévalué pour d'autres pays, alors la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce. Cet euro, il est surévalué pour la France. Selon un rapport de 2017 de l'International Monetary Fund, l'euro est surévalué de 6,8% pour l'économie française et il est sous-évalué de 18% pour l'économie allemande. Ainsi, cela menace les épargnes des Allemands, mais favorise les exportations allemandes. En fait, Coralie Delhomme rappelle qu'il ne peut pas y avoir de bonne valeur de l'euro, puisque de toute façon, c'est une monnaie qui est partagée par des États tellement différents économiquement qu'il y en aura forcément qui seront lésés. Ainsi, ça n'a aucun sens d'avoir une monnaie partagée par différents États, et il faudrait plutôt revenir à des monnaies nationales pour tous les pays d'Europe. Et là, j'ai quand même noté dans sa conférence de presse, qui était normalement insipide de mon point de vue, que le seul moment où il exprimait une sorte de tension, d'émotion et d'agressivité, c'est quand il a commencé à s'attaquer aux extrémistes qui voulaient la fin de l'euro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez frappé. Alors, il n'y a pas que moi qui pense ça. Un copain m'a dit, mais il avait l'air de t'insulter toi, pourquoi? Et en fait, je veux dire, les journalistes complètement gogol ont interprété ça comme le signe d'une détermination. Et moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à la psychanalyse, aux crises spirituelles, aux problèmes des gens qui perdent la foi, le doute religieux. Et moi, ce que j'ai senti, c'est un début d'émergence à la conscience du fait que ça allait mal se passer. Et donc,
qu'il était dans une sorte de résistance à cette prise de conscience. Et donc, c'est normal. L'euro est devenu une religion. C'est une monnaie sacrificielle. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour servir l'économie. Les Américains ont une monnaie qui est là pour servir l'économie. Hein ? L'euro, c'est une monnaie que l'économie doit servir. On doit faire des sacrifices à l'euro. Nous devons y sacrifier. C'est le sacrifice d'Abraham, c'est nos enfants que nous devons sacrifier à l'euro. Et c'est une religion. Et c'est très intéressant de voir. Les gens qui sont en train de perdre la foi sont très intéressants à observer sur le plan psychologique. Parce que très souvent, ils passent, ou une certaine fraction de la population concernée, un certain pourcentage, passe par une phase intégriste de résistance. Vous voyez, l'intégrisme, le fondamentalisme musulman, c'est le truc qui précède immédiatement la désislamisation dans mon modèle. Et donc, ce que j'ai senti chez Hollande et chez certains d'autres euroïstes hystériques, c'est le début d'une crise consciente qui, dans un premier temps, se manifeste par un accès d'hystérie intégriste de l'euro. Du Dieu unique à la monnaie unique. Le plus désastreux, c'est évidemment le marché unique. Le marché unique, c'est un grand espace de libre-échange entre tous les États membres et quelques États en plus. Et ce grand marché unique, il obéit à 4 principes. La libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des services et la libre circulation des capitaux. En plus de ça, ça se conjugue avec une union douanière, c'est-à-dire que les États ne pratiquent plus eux-mêmes leurs propres tarifs douaniers à leurs frontières, mais il y a des frontières européennes et c'est ce qui entre et sort de cette Union européenne qui est taxé. Et peu importe dans quel pays ça arrive, c'est les mêmes tarifs pour tous. Ainsi, plus aucun État n'a de contrôle sur ses frontières. Ça nous est présenté par les européistes comme un compromis entre mondialisation et État-nation, sauf qu'on a bien vu plus tôt que l'Union européenne signant de plus en plus d'accords de libre-échange avec de plus en plus de pays et d'organisations supranationales, tout simplement, ces frontières douanières européennes servent de moins en moins. L'Union européenne, c'est une petite mondialisation pure et parfaite à l'échelle continentale. En plus de ça, directement branchée sur la grande. Pour certains eurocrates comme Jacques Delors, le plus important, c'est la libre circulation des capitaux. C'est pour ça qu'en 1988, on a la directive 88/361 qui impose aux États de déréguler tous les flux de capitaux. Aujourd'hui, cette directive a été remplacée par l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit à peu près la même chose, mais qui impose en plus de le faire avec les pays tiers, c'est-à-dire les pays qui ont déjà signé des accords avec l'Union européenne, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Selon Coralie Delhomme, cette dérégulation des capitaux est ce qui a causé l'importation de la crise des subprimes en Europe en 2008. Et avec la libre circulation des marchandises, on se retrouve avec des marchandises venues d'un peu partout dans le monde qui font concurrence aux producteurs français. On pourrait ressortir l'exemple de l'agriculture que j'évoquais plus tôt. La libre circulation des personnes, elle aussi, elle pose problème. Alors bien sûr, c'est très sympa de pouvoir partir en vacances à l'étranger sans avoir à passer par la frontière et faire la queue pendant 20 minutes et sans avoir à refaire son passeport avant de partir. Sauf que la libre circulation des personnes, c'est d'abord la libre circulation des travailleurs avant d'être celle des touristes. Et cette libre circulation des travailleurs, elle permet de faire venir des travailleurs de pays européens pauvres vers des pays européens plus riches pour les faire travailler dans des secteurs qui ne sont pas délocalisables et ainsi les payer moins cher. En plus de ça, l'Union européenne a la directive sur les travailleurs détachés. C'est-à-dire que cette directive permet de faire venir un travailleur d'un pays européen ou d'un pays tiers pour l'exploiter, mais en lui payant ses cotisations dans son pays d'origine et non dans le pays dans lequel il travaille. En général, ça permet donc d'avoir des cotisations moins élevées et de lui payer un salaire brut plus bas. D'ailleurs, ce système du travail détaché, il est extrêmement dur à contrôler. De toute façon, il n'est pas vraiment fait pour être contrôlé. Donc ça s'accompagne évidemment d'énormément de fraudes et même de scandales d'esclavage moderne en Europe, y compris en France. Donc c'est assez inquiétant comme mesure. Et tout ce que je viens de vous décrire sur les problèmes posés par l'Union européenne, déjà, ça profite en général au patronat européen, mais ça profite surtout à un pays,
l'Allemagne. Au fur et à mesure du temps, l'Allemagne a dû faire de moins en moins de concessions, quand en parallèle, les autres États membres ont dû faire de plus en plus de sacrifices au nom de l'idéal européen. Évidemment, tout ça, ça profite surtout au patronat allemand, mais pas forcément aux travailleurs allemands, comme on a pu le voir plus tôt. Grâce à la libre circulation des biens, des services, des marchandises et des capitaux, l'Allemagne profite bien de ses voisins de l'Est, qui sont des pays où il y a beaucoup d'ouvriers qualifiés, mais qui sont moins chers qu'en Allemagne. Ainsi, l'Allemagne implante ses usines pour faire de la sous-traitance, mais garde chez elle ses emplois à forte valeur ajoutée. Dans ces pays, le chômage est très bas, mais les salaires aussi. En plus de ça, le patronat allemand se sert bien de ces pays de l'Est comme menace de délocalisation pour faire du dumping social et faire jouer les salaires à la baisse. Ainsi, le patronat allemand étend sa domination sur l'Europe et notamment sur l'Europe centrale. De plus, il n'y a pas qu'en économie que l'Allemagne est dominante en Europe, il y a aussi sur les institutions européennes, puisque l'Allemagne truste énormément de postes dans les institutions européennes. Le fédéralisme européen, c'est quelque chose qui est parfaitement compatible avec la culture allemande. La France, elle, a un État-nation centralisé qui s'est affirmé très tôt, alors que l'Allemagne a eu une unification nationale très tardive et a toujours été un pays fédéral et décentralisé. Pour eux, ajouter un échelon fédéral européen, ce serait pas grand-chose, sachant qu'ils vivent déjà sous un régime fédéral avec déjà plusieurs échelons. Alors que pour nous, les Français, c'est un petit peu plus gênant d'avoir quelque chose d'au-dessus de notre État-nation. Un fédéralisme européen ne changerait rien à l'identité politique des Allemands, alors que pour l'identité politique des Français, c'est très différent. Bon, je profite de cette vidéo pour vous parler de mon travail au fil d'actu parce que tous mes abonnés sont pas forcément au courant. En fait, depuis janvier 2021, je travaille pour le fil d'actu. Pendant plusieurs mois, j'ai écrit des threads et publié des carousels sur leur Twitter et sur leur Instagram qui parlent de différents sujets d'actualité. Et depuis septembre 2021, je participe à l'écriture de vidéos pour eux. Alors bien sûr, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au fil d'actu. En plus de ça, j'ai fait une playlist sur ma chaîne où je recense les vidéos dont j'ai participé à l'écriture. Vous pouvez aller voir ça. Ces vidéos, pour la plupart, sont liées de près ou de loin à des sujets qu'on a évoqués dans cette vidéo. Donc ça peut être complémentaire d'aller les regarder. Sur ce, à la prochaine.